vu deux façons de gérer multiplicité et unicité, et façon de réunir la grande histoire et la petite histoire, le personnel et le général. Une des rééditions, c'est une réédition pour le coup, c'est le texte de Nivaria Tejera, Le Ravin, qui vous a fait reparaître cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, mais après je pense que là je vais donner la fin. En fait, Nivaria Tejera, c'est a écrit El Barranco dans les fin des années 50. Ouais. En fait, bon, je vais laisser parler Benoît parce que c'est une rencontre entre Nivaria. En fait, voilà, là c'est pas une rencontre, c'est une rencontre que Benoît a faite il y a quelques années. Et voilà. Ça fait partie des textes qui ont peut-être généré l'existence de la maison. Parce que Nivaria était une auteure cubaine. Elle habite Paris, aujourd'hui elle doit avoir. J'avais découvert cet auteur à travers un autre texte qui s'appelle Sur la spirale, où elle questionnait vraiment toutes les problématiques d'écriture, d'identité. Quelqu'un qui a vécu plusieurs exils, et ça m'avait un peu intrigué dans la forme, parce qu'elle avait éclaté tout ce qui était de l'ordre de la ponctuation. Ça travaille beaucoup sur les silences, ça travaille beaucoup sur le rythme. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte de partition musicale vraiment afro-cubaine, qui se décodait qu'à partir de l'instant où vous jouiez le jeu, d'une lecture à voix haute, qui allait parfois jusqu'à un essoufflement incroyable. C'est que ce n'était qu'à ce moment-là que le sens se révélait. C'était une grande lutte finalement pour entrer dans ce texte, le comprendre, essayer de jouer. C'était un instant où, avant la maison d'édition, j'ai participé à différents projets artistiques. Avec cet auteur, nous avons beaucoup voyagé, on a fait un film de cet ouvrage. En 2008, à l'époque où on réfléchissait quand même sérieusement à la maison, nous étions en train d'organiser notre premier livre. J'ai suivi quelques formations autour de l'édition, mais entre-temps, j'ai beaucoup souri parce que j'ai accompagné l'auteur lors d'un séminaire aux États-Unis. Le jour du retour, j'ai fait la première formation pour l'édition. Et je me suis dit, il n'y avait pas de questions à se poser, plus que ça. Dès l'instant où la maison commencerait à ressembler à quelque chose, il faudrait donc rééditer l'œuvre de Nivaria, qui était jusque-là, en tout cas, intégralement inaccessible. 7 ou 8 ouvrages qui ont disparu comme ça au fil du temps. Et pourtant, à plusieurs endroits dans le monde, régulièrement, une somme de fous furieux se rassemble pour discuter de son travail. Le Ravin, c'est son premier roman. Il a été publié par Maurice Nadeau fin des années 50, 58. C'est Claude Couffon qui découvre Nivaria, très concrètement, c'est Claude Couffon qui apporte alors cet ouvrage à Nadeau. Pardon. C'est le traducteur. Couffon, oui, pardon, traduit. Maurice Nadeau aura publié plusieurs ouvrages de Nivaria. Le Ravin lui-même aura été déjà réédité une première fois par Nissen chez Actes Sud, au milieu des années 80. Actes Sud qui avait donc alors publié à la même époque Sur la spirale, ce fameux texte pour lequel moi je découvre l'auteur. Avec le texte, on a fini par rencontrer l'auteur, vous en doutez, si j'ai pu me promener un petit peu avec elle. Et là, c'était un vrai coup de cœur également. Ça marche finalement un petit peu comme ça pour toutes les maisons, j'imagine. Vous avez un domaine, une ligne, vous vous accrochez à la ligne, et puis après, finalement, ça s'agglomère. Un auteur, vous en rencontrez un autre, un texte, vous en avez un autre texte. Voilà, on finit aujourd'hui par suivre le fil. Alors, c'est posé la question de par quel bout commencer pour rééditer Nivaria. Non seulement c'était le premier roman, mais c'était aussi un roman qui faisait écho à un autre roman publié dans la maison, un auteur qui travaillait sur une thématique, Alphonse Cervera, la guerre d'Espagne. C'est un regard quand même très particulier sur la guerre d'Espagne, en tout cas un enfant, ou en tout cas vous vivez cette histoire à travers les yeux d'un enfant. Ça nous a donné finalement une sorte d'organisation. Devrait suivre un inédit, parce qu'il en reste un quand même. Et puis la réédition intégrale, j'imagine, ou j'espère, de l'œuvre de cette dame. Et donc le Ravin en propre, tu peux nous en dire quelques mots sans dévoiler le... Tu voulais pas en lire un extrait? On va en lire un extrait. Est-ce que tu veux qu'on lise la... Bah oui, parce que
Avant, parce que moi j'aime bien. Vous avez compris, nous sommes aux premières heures de la guerre d'Espagne. Les soldats déboulent dans une maison et c'est finalement ce qui va se passer. On va violer l'espace intime. Une enfant découvre ça et on va avancer avec elle tout au long de l'ouvrage. Le père est recherché par la milice, enlevé. Donc c'est la disparition et c'est une enfant qui suit finalement ce phénomène, découvre et la guerre, un nouveau vocabulaire, la trahison, la cellule familiale qui explose, la disparition du père là-dedans naturellement. Finalement vous vivez dans l'intime, en tout cas c'est un regard posé sur l'intime des gens qui vivent ces instants-là immédiatement. On a décidé de ne pas lire un chapitre ou un passage continu pour donner un peu une idée du ton général de l'ouvrage. On a pris 5 petits morceaux de texte qu'on a agrégés parce qu'on trouvait qu'ils se répondaient les uns aux autres. Je tremble, sans pouvoir respirer, comme je l'ai fait là-bas quand j'ai découvert ce qu'un gardien de la prison a appelé le parloir. Pour y arriver, il faut traverser toute la ville jusqu'à une ruelle étroite qui descend vers la mer. Le chemin me parut épuisant, tellement nous marchions vite. À l'entrée, il y avait un escalier de pierre. De là, j'observais que le parloir était divisé en 3 parties par 2 hautes grilles qui séparaient les prisonniers de leurs familles. Dimanche était certainement un jour de visite, car une longue file d'hommes et de femmes piétinait devant la première grille. Nous devions nous placer auprès d'eux. Je remarquais qu'ils gesticulaient pour parler, comme s'ils avaient aperçu quelque chose au loin, qu'ils avaient craint que la chose ne disparût. Nous étions très inquiets, et nous nous installâmes à la hâte dans la queue. Je regardais la séparation, le grand vide au centre, l'autre file. De chaque côté se tenait un gardien armé. Il contrôlait l'heure des visites, peut-être les portes. Je touchais la grille, croyant revoir les murs de l'hospice, les visages figés des petits pensionnaires. Mes amis, j'eus peur de mon visage. J'eus peur qu'il ne se fige lui aussi, et je me mis à grimacer comme ces gens qui hurlaient d'une grille à l'autre. Bientôt je compris qu'il fallait s'habituer à être ici. Sa voix paraissait très lointaine, aussi lointaine que ces hommes, maintenant silencieux. Je pensais, leurs visages ne s'useront jamais, ils durciront. Leurs yeux, leurs rides avaient déjà pris une autre couleur. Je dus regarder le gardien d'une manière bizarre, tandis que je le comparais aux autres, car je l'entendis ouvrir la seconde porte, et je me trouvai bientôt de l'autre côté, couvrant papa de baisers. Je croyais m'enfoncer dans un fantôme. La guerre continue, mais chaque jour elle devient plus intime et mieux organisée. Elle s'apprivoise, prétend grand-père. Elle a cessé d'être le brouhaha assourdissant des premières heures du soulèvement ou ces interminables journées de pluie durant lesquelles les fusils des soldats grattaient nos fenêtres. Elle est devenue un secret dont chacun s'est fait en quelque sorte le complice, tout en conspirant contre elle. Nous savons que les prisons se remplissent de plus en plus, parce que les gens autour de nous disparaissent. Le contact entre voisins est presque rompu. On dirait que chaque famille se replie sur elle-même, qu'elle se recroqueville. Mais personne ne parle ni ne proteste. L'autobus roule toujours, et je suis encore hébétée. La route ne conduit nulle part, et rien ne reste en arrière. La prison est au fond, elle nous attend, elle est devenue notre maison. Et peu importe que nous rentrions, puisqu'elle fait partie du corps de papa, puisqu'ils ne sont plus qu'un seul être. Leur unique préoccupation est de veiller l'un sur l'autre, et un jour viendra où la prison sera l'intérieur de papa, où il ne pourra plus en sortir, où il devra la garder au fond de lui-même. Mais pourquoi s'appelle-t-elle prison, et non pas papa? Ce mot a-t-il quelque chose à voir avec les grilles? Ou est-ce l'habitude de voir papa enfermé qui me donne cette idée? Papa et la prison se ressemblent-ils? Était-elle prison avant qu'ils ne la connaissent? Quand je penserais papa, je dirais prison, comme si ce mot les unissait. La prison sera prison et papa. Papa sera papa et prison. Grand-père, pensais-tu que la prison était ainsi, ou viens-tu seulement de l'apprendre?
Je n'en sais rien, petite. Rien. Le silence est maintenant notre seule manière de nous exprimer. Il est désespérant de rester inutilement immobile à l'intérieur de la maison, tandis que la pluie redouble, que les fusils frappent sans arrêt aux fenêtres, et que persiste au loin ce bruit qui est peut-être celui du cœur de papa en train de rouler dans le ravin. Des thématiques très drôles, naturellement. Mais en fait, ce qu'on essaie de rendre à la lecture, là, c'est il y a une alternance de moments dans le texte. Il est tout le temps divisé il bascule tout le temps entre la sphère de l'intime, encore une fois, et la guerre, et l'idée de la guerre que se fait cette jeune fille, et qui évolue au fur et à mesure. Il y a la chose qui m'a énormément frappé à la lecture du Ravin, c'est justement sur cette idée de guerre qui grandit dans son cœur et dans sa tête à mesure qu'elle en ressent les effets. Et on part de quelque chose de très abstrait où il y a des soldats qui courent, et puis après il y a l'enlèvement du père, la prison, et puis après, bon, je ne vais pas en révéler plus, mais c'est toujours en évolution, et c'est toujours de plus en plus... C'est pas de plus en plus horrible, mais c'est une autre forme d'horreur à mesure que se fait la compréhension de cette idée. Pour revenir à cette idée de... Et donc ces passages-là sont alternés avec la vie familiale, avec la fuite dans la maison de campagne, le retour en ville, les différentes modalités, comment survivre, comment cette idée, comment la faire sienne et comment pouvoir vivre avec cette chose toujours en mouvement et toujours dangereuse qui passe à portée et qui dévore tout. Ça, je crois que ça aurait été finalement un peu le moule de Nivaria, parce que ce qu'elle raconte là, c'est finalement aussi les premières heures de sa vie. Nivaria est née à Cuba, mais finalement a grandi d'abord à Tenerife. À l'issue du conflit, elle s'exile à La Havane, et puis elle s'exilera également à La Havane ensuite. Elle est confrontée au conflit, à la notion de conflit tout au long de sa vie. Sa question de son écriture, ça la nourrit tout au long de sa vie. L'ensemble des ouvrages publiés par Nivaria sont quelque part un petit peu à l'aune de ce qui va apparaître dans le Ravin, cette vision de l'enfance, le langage qui se dégage à travers cet enfant, finalement va donner la langue de Nivaria. C'est ce on va retrouver systématiquement dans les ouvrages, de plus en plus développés par la suite, jusqu'à peut-être des fois être un peu abscon, mais voilà, elle est empêtrée là-dedans, elle questionne son existence à travers ce filtre-là. Et donc son existence, elle se résume à sa problématique face à l'écriture. Ça aurait été la grande question jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que je m'écris ou est-ce que j'écris comme? Ça, vraiment, c'est tout le temps sa problématique. D'où suis-je? Vraiment une grille comme ça, d'exil, double exil, ça vibre tout le temps quand vous lui parlez, elle n'est jamais au même endroit finalement, entre le moment où elle vous parle et ce à quoi elle pense, il y a toujours cette vibration, un décalage, vous n'arrivez pas à la saisir, donc il y a une sorte de déracinement permanent. Et ça, c'est, tu disais au niveau de ce qui alimente son écriture, est-ce que ça alimente aussi son œuvre au niveau, je dirais, des environnements, des choses comme ça? Sur l'inédit que vous avez publié, est-ce qu'on est dans le même registre ou... L'inédit, on est dans le même registre, alors c'est quasiment une ode à la littérature, cet inédit, puisqu'elle va reparcourir un peu les auteurs qui l'auront marqué et le rapport à l'autre. C'est un livre qui porte un nom qui va peut-être évoluer, mais qui s'intitule « Trouver un autre nom à l'amour ». Parce qu'il y a tout dedans, il y a vraiment le rapport à l'autre, cette complexité. Quand vous parlez de fuir la spirale, vous voyagez, c'est un double voyage ce texte. Il y a des monologues-dialogues qui sont intitulés comme tels, donc des personnes qui l'habitent, et ça se traduit par deux espaces. Une carte qui serait celle de Paris, vous évoluez dans les rues de Paris, vous marchez avec elle, vous avancez avec elle, et en avançant dans les rues de Paris, elle vous évoque la rue de la Havane, et donc vous voyagez au sein de la Havane. Le voyage que moi j'ai fait pour réaliser un film à l'époque avec ce texte, c'est d'aller à la Havane en lisant le texte comme un guide. Et donc on a essayé de remarcher sur ses pas, et on a fait la même chose à Paris. Et le film est une superposition finalement assez simple de deux parcours et d'une cartographie qui se dégage. Cette cartographie traduit finalement sa quête d'un langage qui lui serait propre.
qui chercherait une origine et une forme accomplie, épanouie, c'est-à-dire un endroit où elle pourrait finalement se poser et exister.